Il y a des moments dans la vie de famille qui, bien que semblant insignifiants, ont le pouvoir de troubler tout le cours des relations. De nombreux parents sont bien intentionnés lorsqu'ils s'immiscent dans la vie de leurs enfants adultes, pensant que leur expérience est précieuse et doit être transmise. Mais c'est là le paradoxe. Ce qui est conçu comme de la bienveillance est souvent ressenti comme une intrusion. Une phrase courte comme « Laisse-moi faire, je sais mieux » peut causer plus de dégâts qu'une longue dispute. Les enfants adultes se sentent ainsi rabaissés, comme s'ils étaient redevenus petits, incapables, impuissants. Et les parents restent perplexes, alors qu'ils voulaient seulement aider. En Europe, où les familles doivent souvent jongler entre les générations, que ce soit par des logements partagés, un espace de vie limité ou des visites régulières, cette tension est particulièrement palpable. Les grands-parents sont fiers de leur expérience de vie et veulent la partager. En même temps, les jeunes couples luttent pour leur autonomie, pour le sentiment d'être pris au sérieux. Ceux qui choisissent les mauvais mots ici ne récoltent pas de gratitude, mais le silence ou le retrait. Parfois, un regard mal interprété lors du dîner suffit à créer un fossé entre parents et enfants. Imaginez une scène. Un père entre dans l'appartement de son fils et commence, sans y être invité, à parler de l'ordre dans le salon. À notre époque, nous faisions les choses très différemment, dit-il. Pour lui, c'est une remarque anodine. Pour le jeune couple, c'est une attaque contre leurs compétences. Le climat se dégrade, l'ambiance est empoisonnée. Ces moments sont comme de petites fissures dans le verre, invisibles au début, mais elles peuvent, avec le temps, faire éclater tout le récipient. C'est pourquoi il est crucial de se demander qu'est-ce que le véritable amour? Est-ce l'intervention immédiate, la résolution prétendument rapide des problèmes? Ou est-ce la capacité de respecter les limites, même si c'est difficile? Élever un enfant ne signifie pas le maintenir éternellement petit. La véritable affection se manifeste souvent en reculant, en supportant, en faisant preuve d'une confiance patiente. En psychologie, on dit que les adultes ont besoin d'autonomie comme de l'oxygène. Si cette autonomie est violée, on se sent contraint, opprimé, ignoré. Les parents qui, avec les meilleures intentions, franchissent cette ligne invisible, retirent à leurs enfants précisément ce qu'ils leur souhaitent: force, confiance en soi, dignité. Et les conséquences peuvent être amères. Un enfant adulte qui se sent traité avec irrespect cherche la distance. Les fêtes deviennent des obligations, les appels téléphoniques sont hachés, et un mur grandit dans le cœur. Mais il y a aussi l'autre chemin. Les parents qui reculent délibérément envoient un message puissant. Je te fais confiance. Tu es capable. Je te considère comme un adulte à part entière. Cette attitude transforme les relations. Les tensions se transforment en gratitude, l'incertitude en proximité. Dans un climat de respect, des conversations plus profondes que n'importe quelle tirade de conseils non sollicités peuvent émerger. Peut-être avez-vous déjà ressenti à quel point il est difficile de se retenir. Les mains vous démangent, les mots sont sur le bout de la langue. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que se décide si votre relation avec votre enfant s'épanouira ou subira des dommages. Soyez conscient, le silence peut être plus éloquent que n'importe quel mot, et un regard respectueux peut en dire plus que 1000 conseils. Dans cette série de réflexions, nous voulons examiner ensemble 3 comportements concrets que les parents ne devraient en aucun cas montrer à leurs enfants adultes. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des situations de la vie réelle que chacun d'entre nous a déjà vécues ou observées.
et nous montrerons également comment réagir à la place, discrètement, respectueusement, et pourtant plein d'amour. Au bout de ce chemin, un cadeau vous attend, une relation où les enfants adultes ne voient pas leurs parents comme des contrôleurs, mais comme des soutiens. Une relation où le respect mutuel est le fondement. Et c'est précisément la clé d'une vie de famille qui apporte la paix, au lieu de laisser des blessures. Pourquoi ce sujet est-il si délicat en Europe? Sur tout le continent, les familles vivent dans des structures qui ont considérablement changé. Autrefois, il était courant que plusieurs générations vivent sous le même toit. Chacun connaissait son rôle et les hiérarchies étaient rarement remises en question. Aujourd'hui, en revanche, les enfants emménagent souvent dans leurs propres appartements, parfois même dans d'autres villes ou pays. Néanmoins, la proximité émotionnelle avec les parents perdure, et avec elle, le risque de malentendus lorsque les vieilles habitudes rencontrent de nouveaux modes de vie. Un coup d'œil aux statistiques montre que dans de nombreux pays européens, les jeunes couples se marient et ont des enfants plus tard qu'il y a 30 ans. Cela prolonge la phase pendant laquelle les parents continuent de percevoir leurs enfants adultes comme des enfants, bien que ceux-ci prennent depuis longtemps leurs propres décisions. En même temps, des facteurs économiques, tels que l'augmentation des loyers, l'incertitude des marchés du travail ou la nécessité d'impliquer les grands-parents dans la garde des enfants, renforcent le contact étroit entre les générations. Cela crée des opportunités, mais aussi des points de friction. Ce sont précisément les parents plus âgés qui se sont sentis responsables toute leur vie, qui tombent dans un piège. Ils confondent intérêt et contrôle. Ce qui était considéré comme attentionné dans leur jeunesse, par exemple, demander constamment s'il y a assez d'argent ou si le mariage se passe bien, est aujourd'hui rapidement perçu comme une violation des limites. Dans des pays comme l'Allemagne, la France ou la Scandinavie, les enfants adultes accordent une grande importance à l'autodétermination. Une phrase comme « Quand allez-vous enfin avoir un enfant ?» n'est pas entendue comme une inquiétude aimante, mais comme une pression et une ingérence. C'est pourquoi il est si important que les parents trouvent de nouvelles formes de communication. Des conversations minimalistes et respectueuses, des questions courtes qui laissent de l'espace, au lieu de conseils interminables. Un exemple. Au lieu de dire « tu dois nourrir ton enfant différemment », on pourrait remarquer « vous faites ça avec beaucoup d'amour, cela me fait plaisir ». La différence ne réside pas seulement dans les mots, mais dans l'attitude. Elle transmet la confiance au lieu de la tutelle. La diversité culturelle en Europe joue également un rôle. En Europe du Sud, la proximité familiale est souvent plus intense. On mange ensemble tous les jours, les grands-parents sont fortement impliqués. En Europe du Nord, en revanche, il y a une plus grande distance. L'autonomie est très valorisée. Mais partout, la règle est la même. Lorsque les parents dépassent les limites, des tensions apparaissent. Ce n'est pas un hasard si les centres de conseil dans toute l'Europe rapportent toujours les mêmes problèmes. Des enfants adultes qui ne se sentent pas respectés et des parents qui ne comprennent pas pourquoi leurs mots bien intentionnés sont si blessants. C'est là le nœud du problème. Les parents confondent bienveillance et possession. Ils croient que parce qu'ils ont élevé leurs enfants, ils peuvent toujours décider, corriger, diriger. Pourtant, le véritable amour signifie le contraire. Lâcher prise, faire confiance, accompagner. En respectant l'autonomie de nos enfants adultes, nous leur offrons la plus grande des confirmations.
la reconnaissance en tant qu'individus autonomes. Et c'est précisément pourquoi nous nous consacrerons, dans les sections à venir, aux 3 principes les plus importants. Ils montreront comment réagir dans des situations quotidiennes concrètes, sans blesser la dignité des enfants ou des beaux-enfants. Ils offriront des modèles linguistiques que les parents pourront immédiatement adopter. Et ils rappelleront que moins de mots génèrent souvent plus de proximité que 1000 bons conseils. Avant d'examiner ces principes étape par étape, je voudrais vous inviter à faire une courte pause. Pensez à vos propres expériences. Avez-vous déjà eu l'impression que vos parents ne prenaient pas vos décisions au sérieux? Ou vous êtes-vous vous-même retrouvé dans le rôle où vous en avez trop dit à votre enfant adulte? Ces réflexions sont le premier pas vers le changement, car le changement commence toujours par la conscience. Celui qui reconnaît où se situent les limites peut apprendre à les respecter. Et c'est précisément cette capacité qui fait la différence entre une famille pleine de tensions non exprimées et un foyer où respect et amour vont de pair. Le premier principe que nous allons examiner de plus près est le suivant. N'intervenez jamais sans y être invité dans l'éducation de vos enfants adultes. Cette règle peut sembler stricte à première vue, mais sa signification devient claire si nous imaginons une scène typique. Un petit enfant pleure, la jeune mère semble dépassée et la grand-mère intervient instinctivement. Elle prend l'enfant dans ses bras, le calme rapidement et dit peut-être avec fierté : « Tu vois, avec moi ça marche tout de suite. » Ce qui est conçu comme une aide est facilement perçu comme une offense. Imaginez que vous êtes cette jeune mère. Vous vous efforcez de garder votre calme, vous essayez différentes approches, mais votre transpiration et les battements de votre cœur trahissent votre tension. À ce moment-là, quelqu'un s'interpose, vous prend l'enfant des bras et commente : « Ça ne va pas comme ça, laisse-moi faire. » Pour la personne extérieure, cela peut être un acte de bienveillance. Mais pour la mère, c'est un message. Tu es incapable, je fais mieux. C'est précisément pendant les premières années de la parentalité que la confiance en soi est fragile. Les jeunes parents ont besoin de confirmation qu'ils peuvent maîtriser leur rôle. Mais si la génération plus âgée intervient constamment, ce fondement est détruit. Au lieu de la confiance en soi, c'est l'incertitude qui s'installe. La mère ou le père se sent comme un invité dans sa propre vie. Le résultat, retrait, méfiance, parfois même une aversion silencieuse. Dans de nombreuses familles européennes, ce problème est amplifié par la pression de la tradition. En Bavière, en Provence ou en Italie du Nord, les grands-parents jouent souvent un rôle central dans le quotidien. Ils sont présents, aident, ce qui est fondamentalement une richesse. Mais cette richesse peut se transformer en fardeau si elle est accompagnée de commentaires ou de mieux savoir. Car la proximité n'est un cadeau que si elle ne se transforme pas en contrôle. Une meilleure approche ? Attendez, observez. Félicitez les efforts des jeunes parents, même si la situation n'est pas encore parfaitement résolue. Une simple phrase peut faire des miracles. Je vois à quel point tu es patiente en ce moment, c'est beau. Ainsi, vous renforcez la personne au lieu de la miner. Si vous souhaitez vraiment donner un conseil utile, faites-le sous forme d'une douce invitation. Puis-je te raconter une expérience d'autrefois ? Peut-être que cela t'aidera. Ainsi, la décision revient aux parents de prendre ou non votre suggestion. L'effet de ces mots respectueux est énorme. Ils ouvrent des portes au lieu d'ériger des murs. Ils montrent « Je te fais confiance pour être un bon père, une bonne mère. »
Et quand le moment viendra où les enfants chercheront réellement des conseils, ils se tourneront volontairement vers vous, avec gratitude et non avec réticence. N'oubliez pas, le véritable art de l'amour parental à l'âge adulte ne consiste pas à présenter immédiatement des solutions, mais à laisser de l'espace pour que la prochaine génération trouve ses propres solutions. Ce n'est pas un renoncement, mais un triomphe silencieux. Car ainsi, vous aidez vos enfants à grandir dans leur rôle, avec assurance, autonomie et la certitude que vous êtes toujours là en soutien discret. Le deuxième principe est le suivant. Ne vous immiscez pas dans la vie privée de vos enfants adultes. En Europe, où l'individualité et l'autodétermination ont une grande importance, ce point est considéré comme particulièrement délicat. Qu'il s'agisse de la question de la descendance, des questions d'argent ou des disputes au sein du couple, tout cela fait partie de l'espace protégé du couple et non de l'observation constante des parents. Pensez à un exemple typique. Une mère est assise avec sa belle-fille pour un café. La conversation est d'abord amicale, jusqu'à ce que la question arrive. Alors, c'est pour quand le bébé ? Pour l'aîné, ce n'est peut-être qu'une remarque curieuse, mais pour la plus jeune, c'est un coup de couteau au cœur. Peut-être essaie-t-elle de tomber enceinte depuis des mois. Peut-être y a-t-il des problèmes de santé. Peut-être que les deux veulent simplement attendre encore. Ce qui reste, c'est un sentiment de pression et d'insuffisance. Il en va de même pour les finances. Les parents veulent savoir combien gagnent leurs enfants, quel est le montant du loyer ou comment ils dépensent leur argent. Dans les cultures qui mettent fortement l'accent sur la transparence, cela peut sembler évident. Pourtant, dans la plupart des sociétés européennes, l'autonomie financière est considérée comme faisant partie de la dignité personnelle. Si un père demande « Combien avez-vous économisé le mois dernier ?», cela ne sonne pas comme de la bienveillance, mais comme du contrôle. Psychologiquement, la curiosité constante sur des questions intimes génère deux réactions. Soit les enfants se retirent et ne parlent plus ouvertement, soit ils réagissent avec irritation parce qu'ils doivent défendre leurs limites. Les deux créent de la distance, pas de la proximité. C'est exactement le contraire de ce que les parents veulent réellement. La voie la plus sage, la patience, la confiance. Au lieu de poser des questions sur les projets d'avenir ou les comptes bancaires, les parents peuvent te montrer leur intérêt pour le présent. Je suis heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Ça fait du bien de vous voir en bonne santé et joyeux. Cette phrase transmet « Je vous vois tel que vous êtes », sans exigence ni attente. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'on ne doit jamais aider. Mais l'aide devrait être sollicitée. Une phrase qui exprime le respect pourrait être « Si jamais vous avez besoin de soutien, que ce soit financier ou au quotidien, faites-le moi savoir. » Ainsi, la décision reste entre les mains des enfants, et les parents montrent en même temps leur disponibilité. Dans les centres de conseil, on entend souvent parler du pouvoir curatif du lâcher-prise. Les couples qui sentent que leur vie privée est respectée s'ouvrent plus facilement d'eux-mêmes. Ils partagent leurs préoccupations lorsque le moment est venu, et non sous la pression. C'est ainsi que se construit une confiance bien plus solide que toute ingérence non sollicitée. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à vouloir poser une question intime à votre fils ou à votre fille, faites une courte pause. Demandez-vous, poserai-je cette question à un ami ou me serait-elle désagréable si je devais y répondre? Ce court examen de conscience peut éviter des conflits et montre que vous prenez au sérieux les limites de vos enfants adultes.
En fin de compte, il ne s'agit pas de montrer moins d'intérêt, mais de l'exprimer différemment. Pas de contrôle, mais de la reconnaissance. Pas de pression, mais un accompagnement. Et c'est précisément dans cette subtile différence que réside la force qui soutient une famille. Le troisième principe que nous allons examiner est peut-être le plus délicat de tous. Devant les enfants adultes, il ne faut jamais dénigrer le conjoint. Un commentaire désobligeant sur le gendre ou la belle-fille peut sembler inoffensif sur le moment, mais il s'incruste profondément dans la mémoire des enfants. Ils se retrouvent dans un conflit de loyauté interne entre l'amour pour les parents et le lien avec le conjoint. Prenons un exemple tiré d'un dîner ordinaire dans une famille européenne. La fille est assise à table, son mari à côté d'elle. Le père fronce les sourcils et dit nonchalamment « Ton mari parle à peine. Fait-il la même chose à la maison ?» Pour lui, cela peut sonner comme une plaisanterie. Pour la fille, c'est une humiliation de son partenaire. Elle se sent déchirée. Doit-elle défendre son mari ou ignorer la remarque pour ne pas risquer une dispute? Dans les deux cas, un arrière-goût douloureux demeure. De telles situations peuvent s'accumuler. Si les enfants constatent que les parents dévalorisent systématiquement leur partenaire, un climat toxique s'installe. Le gendre ou la belle-fille ressentent le rejet et se replient. Les visites se font plus rares, les conversations plus superficielles. Ce qui a commencé comme une petite pique se transforme en un mur de silence. Partout en Europe, les thérapeutes familiaux rapportent des cas similaires. Critiquer le partenaire, c'est comme frapper aux fondations de la relation. Car les partenariats vivent de la confiance, et si les propres parents sapent cette confiance, une profonde fissure se crée. Les enfants sentent « Mes parents ne respectent pas mon choix ». Ce message fait mal et reste gravé. Comment éviter ce problème? En adoptant consciemment une attitude neutre et bienveillante. Au lieu de dire « Ta femme est beaucoup trop sensible », on pourrait formuler « C'est beau de voir comment vous interagissez tous les deux. Bien sûr, il y a parfois des différences, mais vous trouverez sûrement votre chemin. » Cette phrase valorise la relation sans juger. Ici aussi, le silence suffit parfois. Si l'on ressent de l'insatisfaction, il vaut la peine de réfléchir à 2 fois avant de parler. Demandez-vous, cette phrase aidera-t-elle ma fille ou mon fils à renforcer leur relation? Ou ne ferais-je que les charger davantage? Il est souvent plus judicieux de garder la critique pour soi et de rechercher consciemment les qualités positives du gendre ou de la belle-fille. Un compliment sincère, que ce soit pour un bon repas, une petite attention ou simplement pour la bienveillance envers le petit enfant, fait des miracles. Le respect ne signifie pas tout approuver. Le respect signifie accepter et valoriser le choix de partenaire de son propre enfant. Dans une société européenne qui valorise la diversité et l'individualité, c'est une étape cruciale. Car chaque couple porte sa propre histoire, ses propres schémas. Les parents ne peuvent pas les réécrire, mais ils peuvent les reconnaître. En fin de compte, c'est l'attitude qui compte. Au lieu d'exercer une pression par des comparaisons ou des reproches, offrez confiance et reconnaissance. Ainsi se crée un climat où chacun se sent en sécurité. Et c'est précisément ce climat qui rend les familles fortes à long terme. Pour rendre l'effet de ces 3 principes encore plus clair, il est utile de se pencher sur une histoire concrète d'avant et d'après. Elle montre à quel point les relations peuvent changer lorsque les parents ajustent leur attitude. Imaginons Anna, une grand-mère de Cologne. Lorsque sa fille est devenue mère pour la première fois,
Anna s'immisçait constamment. Elle prenait le bébé dans ses bras, expliquait patiemment comment changer les couches ou préparer les biberons et soulignait sans cesse « c'est comme ça que je faisais à l'époque ». Sa fille se taisait, mais l'insatisfaction grandissait en elle. Les conversations devenaient plus courtes, les invitations plus rares, l'atmosphère tendue. Anna ne comprenait pas la distance. Elle ne voulait pourtant que du bien. Après une conversation douloureuse au cours de laquelle sa fille lui expliqua à quel point ses conseils constants étaient paternalistes, Anna décida de changer. Elle lut des articles sur les conflits de génération, parla à des amis et réalisa « L'amour signifie parfois aussi lâcher prise ». Lors de la visite suivante, elle resta assise en silence lorsque sa petite fille pleura. Elle se contenta de dire « Tu fais un excellent travail, je suis fière de toi ». Pour la première fois, la fille ne se sentit pas critiquée, mais confirmée. Un changement similaire s'est produit dans une autre famille à Vienne. Là, il s'agissait du deuxième principe, l'ingérence dans la vie privée. Le père demandait sans cesse « Quand est-ce qu'on aura enfin un petit enfant ?» jusqu'à ce que sa belle-fille éclate en larmes un soir. Elle avait le sentiment de n'être pas vue comme une personne, mais seulement comme un moyen pour une fin. Le père fut choqué. Dès lors, il se tut sur ce sujet, montrant plutôt de l'intérêt pour les loisirs et le travail du jeune couple. Des mois plus tard, les deux ont engagé la conversation d'eux-mêmes. « Nous voulons vous annoncer une bonne nouvelle. Nous attendons un enfant. » La différence ne résidait pas dans la pression, mais dans la patience. Un autre exemple illustre le troisième principe. Dans une famille à Madrid, il était courant de parler de tout et de rien pendant le dîner, y compris des faiblesses du gendre. « Il est si silencieux, on ne sait jamais ce qu'il pense », disait-on souvent. Le gendre se repliait, la fille souffrait entre les deux camps. Ce n'est que lorsque la mère décida consciemment de ne mentionner que des aspects positifs que l'ambiance changea. Elle loua « Merci de toujours aider à débarrasser la table ». Ces petites marques de reconnaissance agirent comme un baume. Le gendre s'ouvrit lentement, initia des conversations et montra qu'il était à sa manière aimant et présent. Ces histoires le montrent clairement. Auparavant régnaient les malentendus, les blessures et le repli. Ensuite, lorsque le respect et la retenue prennent le dessus, les relations s'épanouissent. Les enfants se sentent pris au sérieux, les beaux enfants sont les bienvenus et les parents connaissent une nouvelle proximité qui n'est pas basée sur le contrôle, mais sur la confiance. Peut-être vous souvenez-vous vous-même d'une situation similaire, un moment où vos bonnes intentions n'ont pas été reçues comme vous l'espériez. Demandez-vous, comment tout aurait-il changé si j'avais réagi différemment? Ce regard honnête en arrière est souvent le premier pas vers une nouvelle façon d'être ensemble. Que se passe-t-il réellement lorsque ces trois principes sont violés à maintes reprises? Les conséquences sont plus profondes que de nombreux parents ne le soupçonnent initialement. Psychologiquement, des fissures invisibles apparaissent, qui s'agrandissent avec le temps et finissent par affaiblir les fondations de la relation. Lorsque les parents interviennent sans y être invités dans l'éducation des enfants, ils envoient inconsciemment le message « Tu n'y arrives pas ». Les enfants adultes se sentent alors rabaissés, perdent confiance en leurs propres compétences et commencent à agir de manière défensive en présence de leurs parents. Un climat de prudence s'installe, où chaque action est examinée sous l'angle d'une éventuelle critique. Le résultat, moins d'ouverture, moins de proximité. Les intrusions dans la vie privée sont encore plus graves.
Les questions sur la planification familiale ou l'argent peuvent ressembler à des piqûres constantes. Les enfants ressentent cela comme une ingérence dans un domaine qui leur appartient exclusivement. La conséquence est souvent le silence. On rend certes toujours visite aux parents, mais les conversations restent superficielles. Les vraies préoccupations sont tues. C'est précisément là où la confiance serait la plus importante que la prochaine génération se retire. Le comportement le plus destructeur est cependant la troisième faute, les remarques négatives sur le conjoint. De tels mots placent les enfants dans un conflit de loyauté dont il n'y a pas de bonne issue. S'ils défendent leur partenaire, les parents se sentent rejetés. S'ils se taisent, cela blesse le partenariat. Dans les deux cas, un arrière-goût amer demeure. À long terme, une spirale de culpabilité, de malentendus et de distance se crée. L'environnement social en pâtit également. Si les petits-enfants sentent que grand-mère ou grand-père critiquent le père ou la mère, ils perdent le sentiment de sécurité. Au lieu de vivre la famille comme un lieu de réconfort, ils associent les rencontres à la tension. À long terme, cela peut conduire à une rupture. Les fêtes comme Noël ou les anniversaires deviennent une obligation plutôt qu'une source de joie. Ces conséquences ont une autre dimension. Elles touchent l'image de soi des parents. Beaucoup rapportent, des années plus tard, qu'ils se sentent incompris et exclus. Ils se demandent pourquoi les enfants appellent si rarement ou pourquoi le contact est devenu froid. La réponse réside souvent dans des blessures passées qui n'ont jamais été abordées ou guéries. Mais la bonne nouvelle est, il n'est jamais trop tard pour briser ce cycle. Celui qui reconnaît les blessures que son comportement a causées peut prendre ses responsabilités. 1. Je suis désolé, je n'ai jamais voulu te rabaisser. Sincère a plus de force que 1000 conseils. L'important est de trouver le courage de changer avant que la distance ne devienne insurmontable. Demandez-vous donc, ai-je déjà donné à mes enfants le sentiment de ne pas être pris au sérieux? Ai-je parlé de leur partenaire de manière désobligeante? Leur ai-je retiré des décisions qui leur appartenaient? Ces réflexions honnêtes sont le premier pas pour apprendre de ces erreurs. Car si nous ne voulons pas voir les conséquences, nous risquons de perdre ce qu'il y a de plus précieux, une relation de confiance et chaleureuse avec les personnes qui nous sont les plus chères. Après avoir examiné les conséquences possibles, la question se pose. Que peuvent faire concrètement les parents pour aller dans une nouvelle direction? Il ne suffit pas de savoir théoriquement qu'il faut respecter les limites. L'essentiel est de modifier progressivement son comportement au quotidien et de manière à ce que ce soit immédiatement perceptible. Une première étape dans les prochaines 24 heures pourrait être observer sans commenter immédiatement. Si le petit enfant pleure ou si le dîner est préparé différemment de ce à quoi on est habitué, restez silencieux. Prenez une profonde inspiration et rappelez-vous, mes enfants s'en sortiront. Je n'ai pas besoin d'intervenir maintenant. Cette petite pause modifie déjà la dynamique. La deuxième étape, dans les 2 prochains jours, exprimez votre approbation. Au lieu de donner des conseils, formulez votre reconnaissance. Une phrase comme « Je vois à quel point tu te donnes du mal » a un effet renforçant. De tels mots créent la confiance et montrent que vous percevez l'effort, même si le résultat n'est pas parfait. La troisième étape dans les 3 jours, demandez la permission avant de contribuer. Si vous souhaitez donner un conseil, dites « Puis-je te suggérer quelque chose ?» ou « Serais-tu intéressé par une expérience qui m'a aidé à l'époque ?» Cette seule petite formulation
transforme une ingérence en une offre respectueuse. Elle signale « La décision t'appartient, pas à moi ». Une quatrième étape pratique, poser des questions sur les sentiments, pas sur les résultats. Au lieu de « Combien gagnez-vous réellement ?», demandez « Comment vous sentez-vous face à la situation actuelle ? Vous en sortez-vous bien ?» Cela ouvre un espace pour des conversations honnêtes, sans entrer dans des détails que les enfants pourraient vouloir garder pour eux. Et enfin, la cinquième étape, faire de la reconnaissance une habitude. Louez les petites choses. Remerciez votre gendre s'il aide à débarrasser la table. Reconnaissez que votre fille, malgré le stress, rend visite à la famille. De tels gestes construisent un climat d'appréciation où la critique a moins de place. Ces 5 étapes ne sont pas une recette rigide, mais un moyen de changer d'attitude. Elles peuvent être mises en œuvre immédiatement, ne nécessitent pas de grandes explications, mais seulement de l'attention. Après quelques jours déjà, vous remarquerez que l'atmosphère devient plus légère. Les enfants réagissent de manière plus détendue, les conversations sont plus chaleureuses et les tensions diminuent. Peut-être vous demandez-vous, est-ce que je vais vraiment y arriver ? Je suis habitué à aider immédiatement. Oui, c'est inhabituel. Mais rappelez-vous, la véritable force se manifeste souvent dans l'endurance. Celui qui peut se taire quand c'est difficile ne montre pas d'indifférence, mais du respect. Et c'est précisément ce respect qui est le fondement de la confiance. Si nous résumons tout, 3 points principaux faciles à retenir se dégagent. Premièrement, reconnaître que les enfants sont adultes. Cela signifie les voir comme des personnalités autonomes qui prennent leurs propres décisions et en assument la responsabilité. Un fils ou une fille n'est plus un enfant dès qu'il ou elle mène sa propre famille. Et respecter cela est le premier pas vers une cohabitation saine. Deuxièmement, choisir le langage des suggestions plutôt que celui des ordres. Cela fait une énorme différence de dire « fais comme ça, c'est mieux » ou de demander « voudrais-tu entendre comment nous faisions à l'époque ?» Ce petit changement dans le choix des mots décide si le message est perçu comme une aide ou une ingérence. Les parents qui s'expriment avec respect ouvrent des portes. Les parents qui infantilisent les ferment. Troisièmement, attendre le bon moment. Les conseils sont comme des médicaments. Ils n'agissent que s'ils sont donnés au bon moment. Celui qui attend que les enfants demandent eux-mêmes conseil reçoit de la gratitude au lieu de la résistance. La confiance ne grandit pas par une intervention constante, mais par le sentiment. Mes parents sont là quand j'en ai besoin, mais ils ne s'imposent pas. Ces 3 points, reconnaissance, langage respectueux et bon timing, sont le cœur d'une vie de famille respectueuse. Ils sont simples à comprendre, mais difficiles à mettre en œuvre de manière cohérente. Mais c'est précisément là que réside l'art, dans les petits gestes, dans les pauses conscientes, dans une courte réflexion avant de parler. Si les parents intériorisent cette attitude, les conflits quotidiens se transforment en opportunités de proximité. En fin de compte, un message clair demeure. La véritable proximité avec les enfants adultes ne naît pas de conseils constants ou de contrôle, mais de la confiance, de la retenue et de la reconnaissance. Les parents qui savent lâcher prise ne perdent pas moins, mais gagnent plus, car leurs enfants les perçoivent comme des partenaires d'égal à égal, et non comme des surveillants. C'est ainsi que la relation se transforme. La tension fait place à la sérénité, la distance à une véritable connexion. Imaginez ce que ce serait si votre fils ou votre fille
vous appelaient d'eux-mêmes après une journée fatigante et disaient « Merci de nous faire autant confiance. Ça fait du bien de vous savoir à nos côtés. » Ce sont précisément ces moments qui sont les fruits d'une attitude qui respecte les limites. Ils sont la récompense de tous les efforts, du silence, de l'endurance. N'oublions pas, les enfants ne sont pas notre propriété, mais des individus autonomes qui suivent leur propre chemin. Notre tâche en tant que parents est de les accompagner sur ce chemin, non de le déterminer pour eux. Celui qui leur offre la liberté récolte le respect. Celui qui leur donne confiance reçoit la proximité en retour. C'est pourquoi je vous invite, réfléchissez ce soir aux mots que vous pourriez dire à votre enfant adulte, des mots qui renforcent vraiment. Peut-être un simple « je crois en toi » ou un discret « merci de suivre ton chemin ». Ces phrases coûtent peu, mais elles ouvrent les cœurs. Et maintenant, ma question pour vous. Avez-vous déjà vécu comment la relation change lorsque vous avez délibérément gardé le silence ou simplement prononcé un mot de soutien? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela pourrait encourager d'autres parents. Si vous souhaitez que plus de familles en Allemagne et en Europe bénéficient de ces principes, partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires qui touchent le cœur et l'esprit. Car l'objectif est clair. Une vie de famille pleine de respect, de chaleur et de confiance. Un foyer où l'on ne se sent pas rabaissé, mais valorisé. Et une cohabitation qui perdure à travers les générations.